Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire exceptionnel avec bien plus d'1 millier d'inscrits de toute la francophonie et d'encore plus loin. Et avant de commencer, je vous propose un petit voyage, un petit tour du monde pour vous saluer toutes et tous où que vous vous trouviez. Que ce soit de Belgique, de France, du Luxembourg, du Québec, du Maroc, de Suisse, de Tunisie, du Liban, mais également du Japon, de Thaïlande, de Chine, de Singapour, de Polynésie française, de Grèce, de Croatie, de Pologne, de Suède, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Italie, de Malte, du Royaume-Uni, d'Espagne, du Portugal, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'Algérie, du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun, du Madagascar, de la Guadeloupe, de la Martinique, donc des Caraïbes, du Brésil, des États-Unis, du Canada ou même d'Australie. Je ne peux malheureusement pas citer tous les pays tant vous êtes nombreux, alors faites-nous voyager à votre tour en nous indiquant dans les commentaires la ville, le pays d'où vous êtes connecté ainsi que votre état d'esprit. Sentez-vous libre de partager ce que vous voulez et surtout faites-nous voyager. Alors aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Dr Ilios Kotsou, connecté depuis la Belgique et plus précisément de Bruxelles. Ilios va nous présenter de la sagesse des petits riens à l'émergence. Bonsoir Ilios. Bonsoir Yotis. Bonsoir à toutes les synergiennes et synergiens. Alors Ilios, comment vas-tu? Comment te sens-tu ce soir? Alors, si je fais un petit tour de la locataire ou du locataire à durée déterminée que je suis, je dirais forme de détente, un peu d'excitation, un tout petit peu d'appréhension par rapport toujours que j'ai le fait de partager des choses que j'aime en se disant comment ça va se passer aujourd'hui. C'est ça, cette oscillation un peu. Quand on marche, c'est comme le funambule qui marche sur le film. Un funambule joyeux. Ah, on aime bien ça, on aime bien. Alors, Ilios, ces dernières semaines ont été très riches pour toi. La correction des mémoires à l'université, ton départ pour l'Inde pour animer des stages avec ton ami Alexandre Jolien, les dédicaces de ton nouveau livre dans toute la francophonie, qui est juste ici, La sagesse des petits riens, la préparation des journées émergence aux côtés de Mathieu Ricard, Steven Lorès et bien d'autres. Et comme si tout cela ne suffisait pas, tu as également à cœur à nous présenter ce webinaire chez Coach Synergie. Alors dis-nous, comment fais-tu pour garder autant d'énergie, autant de présence, d'élan? Quel est ton ou tes secrets, Ilios? Alors, le premier secret, c'est que je suis un grand privilégié. Et c'est une réalité, c'est important de reconnaître les privilèges d'où l'on parle. Si j'avais autant d'heures d'activité dans un travail difficile physiquement, stressant, psychologiquement, ça ne serait pas le cas du tout, mais Confucius disait « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Évidemment, c'est la chance que j'ai, donc c'est une grande chance, un grand privilège. La première chose, c'est ça, c'est que je fais ce que j'aime et je crois que l'autre partie, à côté du privilège, c'est de ne pas avoir d'attente. J'ai pas beaucoup d'attente en fait sur la réussite de ce que je fais. J'essaie d'en avoir de moins en moins avec l'âge et donc j'essaie de faire du mieux que je peux ce que je fais, de m'amuser dans ce que je fais aussi. Et puis après, parfois, ça fonctionne comme j'ai envie, parfois pas, mais j'essaie de lâcher le contrôle sur le résultat. Et ça, c'est le moyen le plus magique pour ne pas avoir de stress, de burn-out et tout ça. Et avec toutes ces activités, tu rencontres énormément de personnes. Alors, avec toutes ces personnes que tu croises, Ilios, te souviens-tu de notre première rencontre? C'était il y a près de 10 ans. Eh oui, une rencontre où j'ai voulu te serrer la main. Un épisode, hein, Yotis. Alors, on ne s'est pas serré la main, mais on a fait un hug et tu étais avec tout un paquet de livres parce que tu étais et tu es toujours un très grand lecteur et j'ai écrit un petit mot différent dans chacun des livres. En effet, un grand merci d'ailleurs. À cette époque, tu m'avais fait le cadeau d'écrire des dédicaces différentes pour chacun des livres. Un grand merci, Ilios. Alors, docteur Ilios Kotsou, tu es docteur en psychologie, enseignant universitaire à l'Université libre de Bruxelles, chercheur associé à l'unité mixte internationale de recherche sur la neuroplasticité, une initiative conjointe entre l'Université Laval au Canada et l'Université de Liège en Belgique, auteur de nombreux ouvrages, dont le tout dernier, La sagesse des petits riens, ainsi que de livres sur les compétences émotionnelles, la pleine conscience et d'autres écrits philosophiques, psychologiques et expérientiels co-signés parfois avec tes amis Mathieu Ricard, Christophe André, Frédéric Lenoir, Steven Lorès et bien d'autres. Mais commençons ton histoire depuis le début.
Revenons à la source, là où tout a commencé. Ilios, tu es né à Hambourg et très jeune, tu quittes l'Allemagne avec ta maman pour rejoindre une communauté spirituelle en France, un groupe bouddhiste dérivé devenu une secte. Oui, tu as grandi dans une secte, une expérience marquée par l'emprise, l'isolement du monde extérieur et ses ravages. À 16 ans, tu perds ta maman, faute de soins, et 6 mois plus tard, c'est ton papa qui met fin à ses jours. Ces épreuves, Ilios aurait pu t'enfermer dans la douleur. Tu en as fait, au contraire, une source de lucidité, de présence et d'amour pour le vivant. Grâce à des rencontres marquantes, des soutiens inattendus et des lectures inspirantes, tu découvres la puissance de la résilience et la richesse des liens humains. Très jeune, tu tombes sur l'œuvre de Milton Erickson, ce psychologue et hypnothérapeute qui deviendra l'une de tes grandes inspirations. Tu t'intéresses alors à la façon dont la parole, la présence et la conscience peuvent transformer la vie, non pas en théorie, mais dans la chair de l'expérience. Dans ta vingtaine, tu explores le monde de Bruxelles à Conakry, de Palo Alto à Hong Kong, des Philippines au Kenya jusqu'à Sierra Leone. Tu interviens auprès de Médecins sans frontières, accompagnes des équipes de terrain et même un boxeur en route vers un championnat du monde intercontinental. Ilios, ces expériences marquent ta rencontre avec l'humain dans toute sa fragilité et te montrent combien la compassion et l'écoute peuvent soutenir la vie là où tout vacille. C'est de ces années-là sur le terrain qu'est née ton envie de comprendre plus en profondeur ce qui fait tenir l'être humain, ce qui lui permet aussi de se relever. Alors, à 30 ans, sans même le bac en poche, tu reprends le chemin des études, un pas après l'autre, avec curiosité et persévérance. Tu avances jusqu'au doctorat en psychologie à l'Université libre de Bruxelles, où tu enseignes aujourd'hui. Chercheur passionné, tu explores sans relâche les liens entre science et expérience. Tu t'intéresses tout particulièrement aux interactions entre la science fondamentale et la pratique sur le terrain, convaincu que l'une éclaire l'autre et que c'est dans ce dialogue que naît la véritable compréhension de l'humain. Tu as dirigé le programme Mindful Leadership à Solvay, initié le premier certificat universitaire en thérapie d'acceptation et d'engagement dans le monde francophone et tu interviens dans plusieurs diplômes universitaires, notamment à l'Université Grenoble-Alpes et à Sorbonne Université, où tu contribues à tisser des ponts entre la recherche, la pratique et la conscience humaine. Ton approche allie pédagogie dynamique, rigueur scientifique et application concrète, ce qui te rend particulièrement apprécié pour ta capacité à rendre vivants et accessibles les concepts les plus complexes. Cofondateur de l'association Émergence, tu t'engages pour une société plus solidaire en rendant accessibles les recherches en psychologie du bien-être et en finançant des projets humanitaires. Tu es aussi à l'origine de Présence, la première application de méditation solidaire parce que pour toi, la présence se partage autant qu'elle se pratique. Spécialiste des émotions et de la pleine conscience, tu mets ton expertise au service de nombreux publics variés, membre des forces de l'ordre à la préfecture de police de Paris par exemple, soignant à l'hôpital de Chirec ou encore décideur politique au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que des médias. Tu es d'ailleurs régulièrement invité dans les médias pour partager ton expertise et éveiller les consciences sur les liens entre psychologie, bienveillance et engagement citoyen. Auteur de nombreux articles scientifiques, tu partages aussi tes connaissances par tes livres et tes conférences où se mêlent science, sagesse et humanité, dont voici quelques ouvrages les plus marquants. Les compétences émotionnelles que voici, développer les compétences émotionnelles en 8 séances, améliorer les compétences émotionnelles en 8 modules, accompagner le développement des compétences émotionnelles chez l'enfant que voici également. Alors on va les mettre de côté pour en prendre d'autres. L'intelligence émotionnelle et le management. Il y a le petit cahier d'exercices d'intelligence émotionnelle, la psychologie positive, le bonheur dans tous ses états. Et ici, à mettre en œuvre un programme de psychologie positive. Alors, vous avez également éloge de la lucidité. Voilà le format que vous préférez. Pleine conscience et acceptation. Petit cahier d'exercices de pleine conscience. Se changer, changer le monde que voici également. Quand la mort éclate
éclaire la vie, prendre soin de la vie, transmettre, voilà, qui est juste ici. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous verrez bientôt une slide également là-dessus et la sagesse des petits riens chez Robert Laffont que voici. Et donc, dans la sagesse des petits riens, tu nous invites à redécouvrir la magie discrète de l'ordinaire. En 58 courts chapitres, tu montres que la vie elle-même peut devenir un guide précieux pour peu qu'on apprenne à l'écouter. La sagesse ne se niche pas dans les grandes révélations, mais dans notre capacité à regarder autrement ce qui nous entoure, une parole, un geste, une rencontre. Tu nous rappelles avec douceur que c'est souvent dans ces petits riens que s'enracinent les plus grandes émergences, celles qui transforment nos vies et nos regards et parfois notre monde. Alors Ilios, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour qu'on en puisse en savoir davantage sur toi? Merci Otis. C'est long, hein, les biographies des personnes, mais quand elles sont gentiment faites, comme ce que tu fais, c'est le chemin au désappointement, à la déception, au fond, puisque lorsqu'on nous promet un grand film, on est toujours déçu, au fond. Hein. Quand on nous promet quelque chose de bien, et ce qu'on nous promet n'est jamais à la hauteur de ce qu'on va vivre après. Et donc, je propose à toutes les personnes qui sont là avec nous de se préparer à être déçus pour la soirée. Alors, tu me demandais une anecdote, il y en a tellement qu'on pourrait raconter, mais celle qui me vient, c'est il y a longtemps déjà, trentaine d'années peut-être, je suis au Portugal et je m'intéressais déjà à tout ça, je faisais de la préparation mentale de sportifs et je suis pris en autostop par un boxeur portugais et puis je lui raconte ce que je fais et puis il me dit le mois prochain j'ai un championnat du monde intercontinental à Porto, viens, tu vas me préparer. Et j'y vais, et on est dans un parc à Porto, et là, je faisais de l'hypnose ericksonienne. Et je le mets en état de transe, et c'était très impressionnant, parce que comme il était de culture africaine, c'était vraiment pour lui, ça faisait partie de la culture, et donc il était les yeux révulsés, tout son corps tremblait, j'avais jamais vu ça, donc j'étais assez impressionné. Mais le pire, c'est que mon portugais n'était pas très bon, et qu'il est là, dans le parc, à quelques heures de combattre, et moi, je ne savais plus comment le sortir de sa transe. Donc j'étais un petit peu paniqué pendant quelques instants en me demandant que vais-je faire. Il est là en transe profonde, il doit combattre tout à l'heure, et puis évidemment, en me calmant un peu, je me suis rappelé qu'il suffisait de lui mettre la main sur l'épaule, de lui dire et quand tu sentiras ma main, tu reviendras et ainsi de suite. Et donc voilà, le petit moment de panique dans un parc à Porto avant un championnat du monde qu'il a gagné, certainement pas grâce à moi, grâce à l'entraînement, mais il valait mieux. Et puis après, il était convaincu que j'étais un sorcier vaudou et un tas de choses que je n'étais pas évidemment. Merci. Alors, tu vas nous présenter de la sagesse des petits riens à l'émergence. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Alors, une des raisons de ce thème que j'aime beaucoup, c'est justement mon enfance dans une secte, un endroit où quelqu'un décide de tout pour toi, de ce que tu vas faire, de qui tu vas rencontrer, d'à quelle heure tu te lèves, et qui est un peu le contraire du coaching, au fond. Le coaching, et tu me corrigeras peut-être, le coaching, c'est apprendre dans la vie et apprendre de la vie, et donc apprendre des autres, apprendre des rencontres, et la coach qui est avec nous, elle va créer cet état d'ouverture et d'apprentissage qui nous permettra justement d'apprendre, mais d'apprendre de l'existence, et donc pas de suivre les ordres de quelqu'un. Chaque personne que nous rencontrons a peut-être quelque chose à nous apprendre, et c'est ce que la vie m'a montré, et c'est ce que j'ai voulu partager dans le livre. Au fond, c'est le quotidien de nos vies, comme une pratique. Hein. On pourrait dire, dans certaines traditions, ce qui est juste aussi, une pratique au quotidien, quelle que soit votre pratique d'attention, de méditation, mais n'oublions pas que c'est le quotidien comme pratique, peut-être, me semble-t-il, le plus important. Nous sommes des êtres de quotidien, et notre vie, c'est beaucoup de petites choses. On est souvent impressionné par les grands trucs, mais les grandes choses sont des accidents de la vie, qui parfois nous élèvent, parfois nous font du mal, mais ce sont toujours des accidents, alors que les petites choses, c'est le quotidien. Et Liu Yang disait, le bonheur vient de l'attention aux petites choses, le malheur vient de la négligence des petites choses. Et donc c'est ça. Je crois qu'on cherche souvent la sagesse dans des grandes théories, dans des grandes choses, alors qu'elle se cache d'abord dans les détails. C'est ça, les petits riens, c'est la texture de notre quotidien qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller regarder. Et puis, l'émergence que tu connais bien, puisque tu aimes aussi ce mot, c'est ça, c'est quand on cultive cette attention et cette ouverture à la vie, cette autre façon d'habiter le monde, c'est là que peut naître un changement, pas d'un grand plan préparé, mais d'une présence patiente aux petites choses. Voilà.
Et j'ajoute que dans les 58 petites histoires du bouquin, à la fin, tu nous permets de l'émergence justement grâce à quelques questions à la fin de chaque chapitre. Ce que tu dis est très juste, et ce livre, je pense, c'est un livre qui plaira à beaucoup de coachs parce qu'il est comme ça. C'est un livre du quotidien, un livre qui ouvre sur des questionnements plus que sur des réponses. Et cette conférence de ce soir, elle a été pensée comme ça. Alors, bien sûr, pas sur les 58 chapitres. J'ai choisi 5 étapes, et 5 étapes en lien avec ce livre, et qui sont 5 étapes, me semble-t-il, comme toutes les étapes du livre, je crois, mais qui sont vraiment au cœur de la pratique des coachs. Et donc, je serais bien curieux à la fin, dans les échanges, je dis ce que tu me dises et que les personnes qui sont là avec nous me disent si elles pensent, si elles ont reconnu là leur chemin de vie. Un grand merci, Ilios. Donc, je m'éclipse et oui, je reste connecté. Peut-être, et ce sera la question de notre première étape. La première étape du voyage, c'est peut-être que un véritable savoir commence par une absence de savoir. Peut-être que la sagesse, en tout cas c'est ce que proposaient beaucoup de sages de la Grèce antique, était dans la capacité à s'étonner. Peut-être que le rôle du coach, c'est aborder chaque cliente, chaque personne, comme si c'était la première fois. Peut-être que tout ça. Et en pensant à tout ça, me vient en tête une histoire de Nasreddin. Nasreddin, c'est un personnage très connu du monde arabo-musulman. La moitié de ce monde dit qu'il est fou, l'autre moitié dit qu'il est sage, on ne sait pas très bien. Et on raconte que Nasreddin, petit enfant, un jour est au village et vient passer justement un érudit, un fakir, quelqu'un qui sait beaucoup. Et on lui dit que le petit Nasreddin est drôlement insolent. Et le fakir se dit, je vais le calmer. Alors le soir, quand tout le village est rassemblé, le fakir, le petit Nasreddin est là, le fakir allume une bougie, regarde Nasreddin et lui dit, toi qui as la langue bien pendue, paraît-il, dis-moi d'où vient la flamme de cette bougie. Et Nasreddin, sans se démonter, souffle la flamme de la bougie et répond au fakir, et toi, dis-moi, où la flamme s'en est-elle allée? Et nous voilà avec cet esprit de la débutante, cet esprit du débutant qui est au cœur d'un très grand nombre de traditions. De la philosophie, j'y reviendrai, mais aussi de la méditation du zen. Et un des grands enseignants du zen contemporain, Suzuki Roshi, a écrit un livre dont le titre dit tout, Esprit zen, esprit neuf. Et on trouve ça aussi dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, on va appeler cette idée Shoshin, l'esprit d'un débutant, une invitation à rester ouverte, à rester disponible, à rester peut-être sans préjugés, surtout quand on a une certaine forme d'expérience. Alors, Suzuki Roshi disait, dans l'esprit de la débutante, il y a de nombreuses possibilités. Dans l'esprit de l'experte ou de l'expert, il y en a très peu. Et qu'est-ce qu'un esprit du débutant? C'est un esprit libre, un esprit ouvert, un esprit prêt. Quand l'esprit est vide, l'esprit alors est prêt. Il est prêt à tout. Peut-être que c'est éviter de ce piège du « je connais déjà ». Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, qui en parlait, c'est l'anthropologue, excusez-moi, c'est le biologiste Gregory Bateson. Évidemment, il n'était pas anthropologue, c'était le mari de l'anthropologue Margaret Mead. Et Bateson, qui est à l'origine de ce courant dit de l'école de Palo Alto, une des personnes proposait pour nous, les personnes qui sont dans les métiers de relations d'aide, une posture qu'il appelait la posture de l'anthropologue. Et l'anthropologue, justement, c'est vraiment la personnification de ne pas savoir. L'esprit qui ne sait pas, dans les traditions contemplatives, on appelle ça « don't know mind », l'esprit qui ne sait pas. Et donc, l'idée de Bateson, c'était aborder chacune des personnes avec lesquelles je vais travailler avec cet esprit qui ne sait rien, comme si je débarquais dans un pays différent, une nouvelle culture, et quand quelqu'un me dit quelque chose, quand quelqu'un me dit « mais là, je me sens vraiment seul », plutôt que de croire qu'on sait déjà pourquoi, la personne vient d'être quittée. Non, mais même là, je ne sais pas. L'esprit d'anthropologue, c'est pose la question, parce qu'il y a tellement de possibilités différentes, et toi, ton esprit va coller la possibilité qui est de ta propre histoire, de ta propre culture, de tes propres lunettes,
et qui vont empêcher cette ouverture, alors que si tu gardes l'esprit de la débutante, si tu gardes cette posture de l'anthropologue, tu peux alors laisser de l'espace, où l'autre peut prendre sa place. Le philosophe Krishnamurti, ne confondez pas avec Hare Krishna, hein. Krishnamurti est un grand philosophe du XXe siècle. Krishnamurti, un des livres fondateurs de Krishnamurti, en tout cas un de ceux dont je me souviens encore, s'appelle « Se libérer du connu ». On a cette tendance, non, à toujours aller vers ce qu'on connaît déjà, et Krishnamurti nous dit « Libérons-nous du connu ». Alors, le visage qui apparaît sur le slide maintenant, en tout cas, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est un visage très connu dans la philosophie. C'est celui de notre ami Socrate, que vous connaissez toutes et tous, puisqu'il y a là vraiment peut-être l'idée de base du coaching, non, dans la maïotique, et Socrate se promenait en disant « Je sais que je ne sais rien ». C'est cette connaissance de base qui est celle de savoir à quel point nous ne savons pas grand-chose. Et je crois que les philosophes parmi vous seront d'accord avec cette idée que la base de la philosophie, elle naît de l'étonnement. C'est l'étonnement qui pousse et qui pousse encore les personnes à se poser ces questions et à philosopher. Cette ignorance assumée qui ouvre cet immense espace d'apprentissage. Qu'est-ce que je vais encore apprendre si je suis déjà trop plein ou trop plein? Il n'y a plus de place pour l'apprentissage. Pour que le nouveau arrive, il faut qu'il y ait de la place à l'intérieur. C'est dans un grand espace vide qu'on peut amener quelque chose. Et donc, c'est ça l'étonnement, non? L'importance de l'étonnement qui est... Et c'est ce que disait Socrate, c'est ce qu'amène Platon, ce que disaient beaucoup d'autres philosophes, cette importance de l'étonnement. Il y a une autre école dans la Grèce antique qui était vraiment dans cette même direction, c'est celle des sceptiques. Pyrrhon, Sextus Empiricus. Eux proposaient une suspension du jugement. Ne pas décider d'emblée, ou plutôt décider qu'on ne sait pas, vraiment, et pas du tout. Alors évidemment, en tant que coach, il y a un moment où il y a des directions peut-être qu'on va prendre, mais est-ce qu'on peut pratiquer cette suspension du jugement qui là aussi crée de l'espace, qui nous permet peut-être d'éprouver sans vouloir prouver directement, sans présumer directement. Alors on trouve évidemment toutes ces idées dans la poésie, celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas lu un incroyable et merveilleux livre de François Tcheng, 5 méditations sur la beauté. Et dans ce livre, François Tcheng nous dit « Chaque expérience de beauté, si brève dans le temps, tout en transcendant le temps, nous restitue chaque fois la fraîcheur du matin du monde. » Nous restitue chaque fois la fraîcheur du matin du monde. Je trouve ça tellement beau, cette expression, si juste, si belle. Est-ce qu'on pourrait cultiver cette possibilité de s'ouvrir à la fraîcheur du matin du monde? Et ça, particulièrement peut-être dans les contextes, dans les situations où nous croyons déjà connaître, et croyant déjà connaître, nous enfermons l'autre dans quelque chose, dans un tiroir, dans quelque chose qui n'est pas très confortable. Donc, cultiver cet esprit de la débutante, c'est comme pratiquer la page blanche. Je suis une page blanche, l'autre est une page blanche, et voilà. Et chaque personne peut commencer une nouvelle histoire quand nous proposons une page blanche plutôt que tous nos gribouillages. C'est ce que j'ai très longtemps fait. Esprit de la débutante comme un grand ciel très clair qui accueille tout, sans décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. Esprit de la débutante comme une enfant qui court pieds nus dans l'herbe, où chaque pas lui redonne cette sensation d'être pleinement vivante. Alors, études scientifiques, il y en a de nombreuses sur l'émerveillement, et donc qui montrent à quel point cet émerveillement, il renforce ce sentiment de connexion à plus vaste que soi, il améliore le bien-être, et surtout, il va élargir notre conscience du monde. Étonnement, émerveillement, élargissement. Et quand on va de l'étonnement à l'émerveillement, cet émerveillement nourrit quoi? Nourrit l'amour et nourrit évidemment notre motivation à prendre soin. C'est pour ça que Mathieu Ricard photographie la beauté du monde.
pour que notre émerveillement nourrisse notre amour, que notre amour nourrisse le soin. Évidemment, je crois que je ne dois pas vous faire le lien avec le coaching qui me paraît tellement évident, tellement clair. Cette singularité de chaque personne avec laquelle je vais travailler et cette singularité de chacune des expériences de cette personne, qui est la personne comme une question ouverte pour moi, comme s'il n'y avait pas de réponse connue. Et la question justement de cette première partie, elle apparaît à l'écran maintenant. Quand avez-vous, pour la dernière fois, ressenti cette surprise, joyeuse peut-être, de découvrir quelque chose, comme si c'était la première fois, comme au matin du monde? Première étape de la promenade ensemble. Et on continue notre promenade. La deuxième étape, elle part d'une expérience que je raconte dans ce livre, La sagesse des petits riens. C'est un jour de Noël, tout est blanc et je m'apprête à aller passer quelques jours chez une voisine de l'endroit du château de la secte où j'habitais. Le château voisin s'appelle le château de Valcros, perdu dans les montagnes provençales et pour moi, c'est un moment incroyable. Pourquoi? Parce qu'avec les horaires stricts, avec cette forme d'enfermement que je vis, si j'accepte d'aller garder le château pendant que la dame d'à côté est partie, c'est un des moments de liberté. Alors j'y vais. Et quand j'arrive à destination, qu'est-ce que je vais faire? Je me précipite dans la pièce qui m'intéresse vraiment, l'endroit que je cherche, c'est la bibliothèque. Alors, là où j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai vu 2 films. Et un de ces 2 films, d'ailleurs, c'est le film de Kurosawa, les 7 samouraïs. J'ai vu une émission de télévision sur les étoiles. Je ne connaissais rien de tout ça. Donc, pas de télévision, pas de cinéma, pas de journaux, pour ne pas être exposé à ce qu'on appelait les mauvaises influences. Et donc, les livres étaient tellement importants pour moi. Et les livres, c'était pour moi l'occasion de partir à l'aventure, de me confronter à d'autres mondes, à d'autres personnes. Et voilà, je me souviens de grands voyages que j'ai faits dans le Moyen-Âge, de Perceval et la légende du Graal, dans Tolkien évidemment, avec le Seigneur des Anneaux, dans la grande geste de La pierre et le sabre de Miyamoto Musashi. Et donc je pouvais faire vraiment le tour du monde. Et ce que j'ai découvert, c'est que les livres nous font faire des rencontres qui peuvent nous transformer durablement, parfois autant que les rencontres qu'on fait à l'extérieur des livres. Pourquoi? Parce que quand on accompagne un personnage, on devient le personnage, non? Et là, avec ce personnage, on peut vibrer d'un amour incroyable. On peut avoir le cœur véritablement brisé. Et par la magie de cette aventure littéraire, on peut tout à coup comprendre quelque chose qu'on n'a pas saisi au moment où ça nous est arrivé dans la vie. Et donc, à travers l'histoire de quelqu'une d'autre, on peut tout à coup mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre les autres et mieux comprendre la vie. Moi, je me retrouve vraiment dans ce que disait le grand écrivain Jorge Luis Borges. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais dans un livre, le monde pouvait s'effondrer autour, m'appeler, crier, j'entendais pas, je savais jamais où j'étais vraiment. Et Borges disait, personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel, et non plus s'il existe une différence entre rêver et vivre. Et donc voilà la possibilité de la lecture, non, et pas seulement des rencontres dans la vie, bien sûr, mais des rencontres dans les livres. C'est cette possibilité de prendre un autre regard, de devenir autre, de suivre Alice qui plonge dans le terrier à la suite du lapin blanc, et de devenir tout, non? De devenir un animal, une extraterrestre, un vampire, limité par rien. Tout est possible. Et de ces livres, dans lesquels nous plongeons, nous ne ressortons pas comme nous sommes rentrés, je crois. En tout cas, si le livre nous a touchés. Plus joyeuse, plus curieuse, plus triste, mais un tout petit peu à côté de là où nous étions rentrés, et donc enrichis de tous les regards qu'on a empruntés. Et nous, les êtres d'histoire, sapiens que nous sommes, êtres d'histoire, c'est tellement important pour nous de pouvoir lire et raconter des histoires. C'est quoi l'histoire ensemble du futur désirable que nous avons envie de vivre? C'est ça aussi qui construit notre culture, notre capacité à construire ensemble des histoires.
Alors, vous savez qu'on dit que les chats ont 7 vies. Nous, on a une petite vie limitée. Avec la couleur de mes cheveux, on voit elle sera de toute façon plus courte que nombre d'entre vous, alors que là, les livres nous offrent l'opportunité de vivre 1000 vies, 1000 autres vies, et peut-être une incroyable invitation et possibilité alors à mieux vivre notre vie, cette vie-ci. Et donc c'est ça, vivre d'autres vies, étape 2 du voyage, c'est cette invitation incroyable à pouvoir changer de perspective, et je crois que c'est ce à quoi on invite les personnes avec lesquelles on travaille, non? Lorsqu'on va mal, on est enfermé dans une seule perspective. On regarde la porte fermée, justement, celle qui est fermée, c'est la seule qu'on voudrait emprunter. On ne regarde pas ce qui est juste à côté. Et donc cette capacité à changer de regard, je pense à cette histoire de Nasreddin. Nasreddin est sur son âne, il arrive au village, mais il est tourné vers l'arrière de l'âne. Et évidemment, tout le monde se moque de lui. Les enfants le suivent en courant et en riant, les villageois aussi. Et à un moment, un villageois l'interpelle et lui dit « Nasreddin, ne vois-tu pas que tu es assis à l'envers ?» Nasreddin regarde le villageois et lui dit « Et toi, qui te dit que c'est moi et pas mon âne qui est à l'envers ?» Cette capacité à changer de regard, à nous décentrer, qui est tellement précieuse et importante. Un peu comme les lunettes. Quand on porte des lunettes, vous savez que si mes lunettes sont noires, je vois le monde de manière sombre. Si elles sont roses, il devient rose. Et donc, cette capacité à changer de lunettes, changer de point de vue. Le point de vue le dit très bien. C'est la vue qu'on a à partir d'un certain point. Change de point, change de vue, regarde le monde autrement. Offre-toi cette merveilleuse possibilité. Et on le trouve bien sûr en philosophie, notamment chez Merleau-Ponty, au cœur de la phénoménologie. Le monde, c'est pas tant un objet, mais une relation vivante, cette relation qu'on peut réinventer, qu'on peut changer, changer de point de vue, changer la relation, la réinventer sans cesse. Anaïs Nin disait « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. » Et donc, merveilleuse possibilité à déplacer son angle de vue. Alors, un grand nombre de recherches scientifiques ont montré à quel point cette capacité à prendre du recul, notamment en se mettant à la troisième personne, elle permettait, en changeant de perspective, d'apaiser nos émotions et de retrouver une forme de créativité lorsque nous sommes coincés dans un problème. Merveilleuse et incroyable possibilité. Changer de perspective, comme monter sur une colline. En bas, on ne voyait rien, et tout à coup, on voit des reliefs qu'on ne voyait pas d'en bas, et donc ça change notre regard. On pourrait se dire, c'est comme aussi tourner la lentille d'un projecteur ou d'un kaléidoscope. C'est éclairé différemment, tout devient autre. Et évidemment, comme on l'avait dit dans un livre, prêter ses yeux à quelqu'un d'autre, emprunter les yeux de quelqu'un d'autre. Merveilleuse et incroyable possibilité. Alors, la question, à toi, ami et ami coach, à toi, ami et ami qui regarde la vidéo, quelles rencontres, quelles lectures ont déjà déplacé ta manière de voir le monde, ont déjà décalé ton regard sur l'existence, ont déjà enrichi ta perspective sur la vie. Voilà, mettez vos réponses en commentaire juste ici et moi je vais en prendre quelques-unes. Alors il y a la lecture de Siddhartha m'a ouvert donc à la lenteur des métaphores, rien de presse quand on chemine vers soi, nous dit Malik. Alors il y a éloge de la lenteur a changé ma vie, j'ai cessé de confondre efficacité et valeur, nous dit Delphine. Alors il y a le prophète de Gibran qui m'accompagne depuis 20 ans. Il me parle différemment à chaque âge. Et lire du Hannah Arendt, c'est comme ouvrir une fenêtre dans la pensée. Un vent frais exigeant, nous dit Thomas. Il y a Cécile qui nous dit la lecture du livre Primo Levi, si c'est un homme, dans lequel il relate son emprisonnement à Auschwitz, et la lecture du livre de Viktor Frankl, où il conclut que le sens de la vie se trouve dans chaque instant de la vie. La vie ne cesse jamais d'avoir un sens, même dans la souffrance et la mort. C'est Man's Search for Meaning. Voilà. Le livre de Viktor Frankl également, nous dit Sonia, sur le sens. Fantastique.
Alors, on continue la troisième étape de notre aventure. Merci pour tous ces beaux témoignages et les réponses aux questions nous montrent à quel point ces différents points, en tout cas ces deux premières étapes, sont des choses que nous vivons, chacun et chacune, et non seulement nous vivons, mais ce sont des choses qui nous marquent, ce sont des choses qui nous touchent. En tout cas, c'est le sentiment que ça me donne à écouter Yotis quand tu nous racontes ce que disent les personnes qui sont là avec nous ce soir. Étape d'après, on peut se dire, et dans ce chemin qui nous a amené de cette ouverture de l'esprit de la débutante, qui est passée par cette capacité à changer de regard, on peut se dire que bien souvent, cette liberté que l'on cherche, hein, la personne qui vient te voir, toi coach, c'est souvent qu'elle se sent enfermée quelque part, non? Elle se sent coincée dans quelque chose et elle cherche cette possibilité de dire oui. Et peut-être que une des dimensions de la liberté, c'est pas tant de pouvoir tout choisir, de pouvoir faire tout ce que tu veux, mais d'accueillir peut-être ce qui est là. Et peut-être que de dire oui à l'existence est parfois déjà le début de la transformation. Peut-être que la non-résistance, c'est déjà quelque part un beau pas pour aller de l'avant. Je me souviens d'un épisode de mon existence, j'étais avec notre fille chez des amis dans le Diois. Et le matin, avant de partir, je vais à la voiture et je me rends compte de quoi? Un des pneus du véhicule est à plat. Et il y avait un petit muret que j'avais heurté qui n'était pas visible. Et évidemment, ma première réaction intelligente, pas tant que ça, c'est de chercher le fautif. C'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à la personne qui a construit le muret? Ou alors la faute du passé? Ou ma faute à moi? Ou la faute du mauvais karma? Dans une secte, c'est des choses qui marquent. Et c'est ça. Très rapidement, en fait, l'esprit, qu'est-ce qu'il cherche? Traquer le responsable de nos malheurs. Montrer du doigt ce qui nous donne peut-être un sentiment de contrôle sur le contexte, sans vouloir peut-être, s'il n'y a pas de responsable extérieur à qui on peut trouver, mais dans tous les cas, c'est pas drôlement utile. Et peut-être que la chose la plus simple, évidente pour vous, mais qui pour moi prend du temps, c'est de regarder le réel comme il est, non? Accepter que le réel est exactement comme il est, disait André Comte-Sponville, c'est la seule manière d'aller vers le transformer. Et donc c'est ça, dire oui à ce qui est là, consentir au réel, joyeusement quand c'est possible. Et avec notre fille, ça a été l'occasion d'une chouette aventure, de changer la roue plutôt que d'un beau râlage comme je l'aurais fait peut-être en dehors de ça. Et très important ici, le fait de dire oui au réel n'est pas une justification. L'idée n'est pas d'une valorisation des problèmes. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est que le réel s'impose à nous. Lutter contre le réel, c'est juste la possibilité de perdre dans 100% des cas. Que je sois d'accord ou pas avec le pneu crevé, le pneu est crevé. Et donc, la question, c'est plus que combien de temps vais-je perdre à nier ce qui est là avant d'avoir la petite intelligence de reconnaître que ce qui est là est là. Et ce premier oui, hein, et si ce oui n'est pas possible, si ce oui au réel n'est pas possible, peut-être un premier oui à ma résistance, qui est là aussi, et qui peut peut-être m'ouvrir. J'étais quelquefois à Lacanau. Je ne sais pas si vous y aviez déjà été à Lacanau. Lacanau, un très chouette endroit près de Bordeaux, où on a en même temps un lac incroyable, calme et beau, et en même temps l'océan avec sa force. Et chaque année, des personnes meurent à Lacanau, à l'océan, et des gens qui nagent bien. Et pourquoi? Parce qu'à Lacanau, il y a un phénomène géologique qu'on appelle les baïnes, qui fait qu'il y a des courants qui commencent très très proches de la plage. Et si le courant est là, le courant va t'entraîner. Et si tu nages bien, surtout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nager contre le courant en pensant revenir vers la plage, alors que tu es entraîné vers le large. Mais le courant gagne toujours, il est plus puissant que toi. Et à un moment, avec la fatigue, les personnes meurent noyées par la fatigue, en fait, à force de lutter contre le courant. La lutte est rarement une bonne solution, que ce soit face au réel ou face à nos émotions. Ici, le courant, c'est évidemment la métaphore de notre vie intérieure, de nos émotions, de nos tristesses, de nos colères, et ainsi de suite. Et on sait que avec les baïnes, une solution très pragmatique, hein, c'est pas un truc de psychogazeux bizarre. C'est écrit. La seule solution effective, c'est va
avec ce qui est là. Et donc, va avec le courant, ça fait peur, il t'emmènera parfois à 200 mètres au large, et puis après, tu vas peut-être tourner, quand le courant s'arrête, et puis revenir vers la plage, ou tu vas peut-être espérer que les copains et les copines ont vu que tu n'étais pas là, et vont appeler des secours, quel que soit le cas. Donc cette intelligence de pouvoir voir les choses comme elles sont, de reconnaître nos résistances, en reconnaissant les résistances, dire oui à la vie, et aller de l'avant. Nietzsche est un des grands philosophes qui a parlé de ça dans son Zarathustra. Alors, je ne sais pas exactement comme il le dit, mais il dit « Je veux être quelqu'un en tout et pour tout. Je veux être quelqu'un qui dit oui. » Et c'est l'esprit de ce qu'il appelait l'amor fati, aimer ce qui est. Aimer son destin, aimer ce qui est. Être quelqu'un qui dit oui. Un autre grand sage, Nietzsche est un grand philosophe, et si je parle d'un grand sage, Swami Prajnapat, que j'aime vraiment beaucoup, et Prajnapat disait qu'on ne peut connaître quelque chose, nos problèmes, notre vie, nos difficultés, qu'en l'expérimentant. On ne peut connaître une chose qu'en l'expérimentant, et pour expérimenter quelque chose, il faut pouvoir lui dire oui. Non pas par approbation, oui c'est là, oui c'est ce qui m'arrive, oui c'est ce à quoi je fais face. Et donc cette forme d'ouverture, d'acquiescement, de reconnaissance si vous préférez, c'est une porte à une expérience plus directe des choses. C'est la possibilité d'expérimenter dans une forme de connaissance plus profonde qu'intellectuelle. Une forme d'acceptation, si on veut, de dire oui à la situation. Alors, les recherches scientifiques sont très, très, très nombreuses dans le domaine et qui montrent quoi? Qui montrent que cette façon de ne pas résister, de ne pas être dans cette forme d'évitement de notre expérience intérieure, elle va être un facteur de résilience extrêmement important. Dans une première phase, permettre de ne pas nourrir les difficultés, et plus que ça, elle va nourrir notre résilience. Le fait de dire oui à ce qui nous arrive nous connecte aussi à ce qui est important. C'est ça, comme une pièce de monnaie à deux faces. D'un côté, il y a cette émotion que je n'aime pas beaucoup, et d'autre côté, il y a ce qui est important pour moi, mes besoins, mes valeurs. Si je jette la pièce de monnaie, je ne suis connecté à rien. Et donc dire oui à l'expérience, et puis être connecté à ce qu'il y a d'important pour pouvoir nourrir ce qui est important et aller de l'avant. Ce serait comme accepter le vent, accepter les vagues, et puis déplier la voile pour pouvoir nous diriger dans la bonne direction, en utilisant la force du vent. Mais si je me bats contre le vent, je ne peux pas utiliser sa force. Et donc l'idée, c'est reconnaître le vent, connaître le vent, et puis diriger son bateau en apprenant à naviguer. C'est un peu ce que montre la slide suivante. Vous la connaissez, non? On ne peut pas choisir la force, la forme de la vague, mais on peut choisir la manière de la traverser, comme une surfeuse qui va au cœur des choses. C'est-à-dire, pour pouvoir surfer, il ne faut pas lutter et résister à la vague. Non, il faut aller au cœur de ce qui peut-être nous ferait peur. Et donc, c'est peut-être ça, non, aussi notre travail accompagné avec une forme de tranquillité pour amener la personne à qui l'on est à aller au cœur de cette tempête pour pouvoir la traverser. Alors la question reliée à ça, elle apparaît maintenant. À quelle situation dans notre vie, dans la vie, est-ce qu'on pourrait dire davantage oui? On pourrait peut-être arrêter un peu la lutte et dire oui. Je reprécise parce que c'est souvent mal compris. Le oui n'est pas une approbation. Le oui n'est pas « j'aime ce qui m'arrive ». Non, le oui, c'est juste dire « oui, c'est là ». Oui, c'est là. Et donc, c'est le oui qui ouvre la porte de l'action. Le oui de la reconnaissance de ce qui est pour ouvrir la porte d'une action. Quelles sont vos réflexions, amis et amies qui êtes là avec nous ce soir?
Voilà, donc vous mettez vos commentaires dans le chat ou en commentaire comme d'habitude. Alors il y a Marion qui nous dit à la fatigue, elle n'est pas une ennemie mais une invitation au repos. Il y a Nabila qui dit dire oui à ce que je ne maîtrise pas. J'ai très souvent tendance à vouloir tout prévoir, tout gérer, en particulier concernant mes enfants, mais certaines choses échappent forcément à mon contrôle. Dire oui serait accepter que tout ne dépende pas de moi. On a Claire qui nous dit mes colères qui me montrent ce que j'aime et ce que je veux protéger. Il y a Elodie qui parle de tristesse, d'une séparation pour en faire un merci. Et il y a Sarah à la fatigue de fin d'année au lieu de la masquer. Et il y a, voilà encore une dernière, une maladie qui traîne ou un état différent, oui, à une grande vulnérabilité. Ça vient de Sonia. Merci Sonia, merci les amis et amis pour vos partages touchants, authentiques. Et on passe à l'étape 4 de notre voyage. On continue la promenade dans nos esprits, dans nos vies, dans ce monde. Et puis après ce grand oui de Nietzsche à la vie, on avance et vous allez voir l'image de la slide suivante. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette image ? En tout cas, qu'est-ce que j'avais envie de dire au travers de cette image ? Elle fait le lien peut-être entre une écologie extérieure, une écologie profonde de l'esprit. Et qu'est-ce que l'écologie ? En fait, si on revient aux racines grecques, l'écologie, c'est la connaissance, le logos de la maison. Et donc, il y a la maison du monde dans laquelle on habite toutes et tous, et la maison intérieure. Et en réfléchissant à cette forme d'écologie, je pensais à Gregory Bateson de nouveau. Bateson et son ouvrage incroyable qui s'appelle « Vers une écologie de l'esprit ». Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que un des risques dans lequel on tombe souvent, notre société moderne, dans lequel elle tombe souvent, c'est une forme de pensée fragmentée, une pensée qui coupe tout en petits morceaux, et un type de pensée qui transforme un monde de relations, un monde vivant. Nous sommes toutes des vivantes, pas seulement vous, hein, toi, mais la personne qui vient en coaching, la personne que je rencontre est une personne vivante aussi. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On les transforme en choses. Tout comme on a transformé aussi le vivant qu'on appelle du dehors en choses. Les arbres, les forêts, les rivières, les montagnes sont devenues des choses qu'on exploite. Et c'est bien ça le problème de l'objectification, de la chosification. En philosophie, on parlerait de réification. On va réduire une vie complexe à quelque chose, à une chose. Ce qui est drôlement triste, non ? Quand on réduit. Et l'invitation, c'est quoi ? C'est reconnaître qu'on a cette tendance-là. Martin Buber, un philosophe que j'aime beaucoup, nous dit qu'on a tendance à réifier et donc à instrumentaliser, à utiliser. Et quand on fait ça avec les autres, on a un rapport, Buber dirait, de je à cela. Pourquoi cela ? Parce que c'est cela, c'est une chose. C'est pas un être et donc on va utiliser les gens. On peut réfléchir à notre culture patriarcale qui a pendant tellement longtemps utilisé, objectifié et instrumentalisé les femmes. On peut réfléchir à notre culture aussi consumériste qui a objectifié, réifié et utilisé le vivant. Même de manière parfois durable et verte, mais ça reste le même type d'esprit. J'utilise des ressources plutôt qu'entrer en relation. Et Martin Buber, comme Bateson, nous propose de changer ce rapport, d'abord de le reconnaître et de le changer, et passer du rapport je, cela, à un rapport de je, tu. Une relation vivante. Une relation de vivante à vivante. Bateson nous invitait à ça, à cette pensée relationnelle. Tout est relation, disait Bateson. Tout. Et d'ailleurs, et ça m'a frappé jusqu'à aujourd'hui, il y a très longtemps que j'avais lu ce livre, et il disait que on devrait même penser notre relation de relation d'aide avec quelqu'un en termes relationnels. Il disait la timidité n'existe pas comme chose. La timidité est une propriété relationnelle entre quelqu'un et un contexte ou une autre personne dans un contexte. C'est pas quelque chose. Et nous allons le réduire, coller des étiquettes, rigidifier et rendre ce système beaucoup plus rigide. Il nous invitait à lui redonner un peu de vie, de flexibilité, en réfléchissant en termes de relation.
Ce n'est jamais un cas auquel on est confronté, c'est toujours une interlocutrice, un interlocuteur avec sa singularité, cette chose unique que il ou elle vient nous apporter. C'est génial, non? Est-ce que c'est pas ça, réenchanter le monde, lui redonner de la vie, retransformer ces choses en vivantes? D'ailleurs, ça a des implications éthiques très importantes, comme vous pouvez l'imaginer, non? Éthique dans notre éthique relationnelle, éthique dans notre relation au vivant et traiter le monde, éthique dans notre manière d'être avec les plus vulnérables. Jean-Jacques Wittezal, dans un magnifique article, disait que les murs qu'on construit pour se protéger des plus vulnérables, ce seront jamais assez hauts pour ça. Et nous invitait à re-rentrer en relation avec elles et eux. Bateson rajoutait que ça serait bien de nous rappeler que nous, les humaines et humains, on vit dans des maisons de verre, tellement fragiles, sans rappeler avant de jeter des cailloux vers quelqu'un d'autre. Notre monde qui en ce moment vit de nombreuses difficultés, hein, où on a tendance à ça, à se replier. Je, cela, nous et eux. C'est vraiment ce qu'on appelle dans la recherche scientifique l'in-group. Hein. Dès que je vais mal, je me replie sur mon groupe d'appartenance et je stigmatise les autres, que je vais réifier, et puis je vais justifier tout ce qu'on pourrait imaginer. Et quand on voit notre monde en termes politiques, on voit bien à quel point maintenant on a cette montée des nationalismes, du repli sur soi-même, la stigmatisation de la différence, et peut-être une certaine montée de l'intolérance et de la violence. L'antidote, c'est pas le seul évidemment, il n'y a pas de magie ici, mais c'est ça. Retransformer ça en relation. Singularité, respect dans cette relation. Revenir à l'impératif catégorique de Kant. Kant qui disait « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » La base du respect mutuel, la base de la dignité relationnelle. Traiter toujours quelqu'un, quelqu'une comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Alors pour terminer cette étape-ci, parce que j'ai déjà trop parlé par rapport à ça, si on parle de réenchantement du monde, on devrait parler de poésie plutôt. C'est la poésie, la musique qui vont réenchanter le monde, plus que le discours de l'invité que vous avez ce soir. Et à ce propos, Angelus Silesius disait « La rose est sans pourquoi. Elle ne se demande pas si elle est regardée. » Alors, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit et ne se demande pas si elle est regardée. Alors, les recherches sur la réification dans la recherche scientifique sont très très nombreuses à nous montrer comment, en réduisant la relation, ça peut amener à maltraiter peut-être, à essentialiser les autres, à les réifier. Ça peut amener peut-être même jusqu'à la déshumanisation. Réenchanter le monde en repoétisant le monde. Alors, la rose d'Angelus Silesius, et juste après, cette question sur la relation. En quoi, ici je pense que ma question est un peu tronquée, je crois que je me suis un petit peu trompé dans la manière dont je vous pose la question, mais on pourrait dire, en quoi la relation est-elle essentielle dans votre vie? Parce qu'il manque le est-elle. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté là? En quoi la relation, cette dimension relationnelle, est-elle essentielle dans nos vies? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Juste là maintenant. Cette importance si belle de la relation, cette précieuse relation. Et voilà, je vais chercher des réponses donc dans les commentaires. Et nous avons donc Bernard qui nous dit « La relation à l'autre est le sens de mon engagement. Dans ma vie professionnelle comme dans mes engagements bénévoles, la relation est au cœur de tout. Elle permet
La synergie et fait avancer le collectif, travailler en équipe, écouter, comprendre les besoins des autres. C'est ce qui rend les projets plus humains et plus enrichissants. De bonnes relations favorisent la motivation et le bien-être. On a David qui nous écrit: la relation, c'est ce qui me relie au vivant. Sans elle, je me dessèche. Alors, il y a Nadia, c'est là que le je devient nous. Il y a Lynn qui nous dit: fondamental puisque nous sommes des êtres interconnectés, des êtres sociaux, d'où l'importance de contribuer, d'être utile à plus grand que soi. Benoît, elle me dérange souvent et c'est ce que j'aime, elle m'oblige à évoluer. Nous avons également Philippe qui dit: c'est là que naît la joie d'être ensemble. Et on va terminer avec Antoine qui nous dit: c'est le lieu de la transformation réciproque. Merci. Merci, merci. Ce lieu de la transformation réciproque qui nous amène vers la dernière étape de notre conversation de ce soir. Alors, c'est une histoire que j'ai vécue. Encore un petit rien d'existence. C'est un jour très chargé où il y a tant de choses à faire. Je crois que vous connaissez ces journées-là, non? La to-do list interminable avec tellement de choses urgentes. Et un ami sonne à ma porte pour me demander quelque chose. Et là, je m'apprête à re-rentrer à la maison, enfin, pour faire tout ce qu'il y a de tellement urgent dans ma vie. Et à ce moment-là, une voiture s'arrête là juste devant la maison et qui manque pratiquement de m'écraser. Il en sort un monsieur âgé et puis j'apprends qu'il a 90 ans, 90 ans pour mes amis et amies françaises. Il s'appelle Richard. Il se rend à l'enterrement d'un ami et il est perdu. Et il doit aller au funérarium là à Uccle. Je lui indique le chemin, mais il y a plein de travaux. C'est très compliqué, il y a plein de sens interdits. Et alors tout à coup, je suis pris d'un dilemme, mais il y a tellement de choses à faire ce jour-là. Et puis, est-ce que je vais abandonner Richard, ce vieux monsieur, là perdu ici sur mon trottoir? Et ce jour-là, voilà, c'est un jour où j'ai un peu plus de lucidité que d'habitude. Heureusement, ce jour-là. Et donc, je prends le volant de sa voiture à Richard. Je décide de l'accompagner. Et donc, j'abandonne tout. Et puis, il va me raconter tellement de choses sur sa vie, belle, intéressante. Notamment, il me raconte comment il passe ses après-midi à aider son notaire à dépouiller son courrier et comment ce lien social, cette relation, donne profondément du sens à sa vie. Il se sent utile. Et donc, et voilà, ce même sentiment d'utilité que moi j'ai à ce moment-là en étant avec lui. Et donc, je vais jusqu'au crématorium avec lui. Je reviens à pied. Et ce que ça me dit, cette histoire, ce qu'elle m'a dit, c'est ça, c'est que les tâches urgentes de l'existence, elles peuvent parfois attendre, mais est-ce que la vie, elle attend? Et quand moi je suis tellement préoccupé, obnubilé par tant de choses à faire, est-ce que j'entends l'appel de la vie? Combien de fois, moi, j'ai pas oublié l'essentiel, j'ai pas oublié ce qui était vraiment important? Combien de fois est-ce que j'ai pas été aveugle à la personne justement qui demandait de l'aide, dans un regard seulement, hein, sans mots, mais parce que j'étais trop occupé à faire que pour être vraiment présente. Et donc, fermé à l'irruption de la joie, cette petite cascade de la joie qui ne demande que de la disponibilité, et donc qui demande à ce que je sois là, présente, à écouter la musique du monde, plutôt que prisonnier là, obsédé par toutes les choses à faire. Alors, vous allez me dire évidemment que c'est caricatural, bien sûr que ça l'est. Mais pour moi, ça a été une leçon importante. Et c'est ça la dernière étape de notre voyage, c'est le cadeau de la présence. C'est peut-être le plus beau cadeau d'ailleurs qu'on puisse offrir à quelqu'une ou quelqu'un. Une conjointe, un conjoint, un enfant, très certainement. On n'attend que ça, non? Notre présence, mais présence, quelque chose de véritable, incarné, être vraiment là. La personne à qui je travaille en coaching, peut-être que le facteur le plus important, vous me le direz, c'est ça, non? La présence, le cadeau de la présence. On pourrait dire c'est un peu de philosophie, puisque c'est ce que j'ai fait dans mes autres étapes. La philosophe Simone Weil, elle disait que
l'attention, capacité à être attentive, est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Cette attention-là. Je pense à l'étude de Killingsworth et Gilbert à Harvard, qui avait montré que plus ou moins 47% de notre temps, donc près de 50% du temps, nous sommes ailleurs que là où est notre corps. C'est-à-dire que on est au travail et on pense à la famille, on est avec sa famille, on pense aux vacances, on est aux vacances et on est obsédé par le travail. Et donc on n'est pas là et le fait de ne pas être là est un facteur de malheur. Donc ça nous rend malheureuses. Le titre de l'article c'était « Un esprit vagabond est un esprit malheureux ». Et donc on pourrait se dire, capacité à revenir vraiment là, à être là, est un facteur de bien-être, mais aussi de clarté, non? Avoir l'esprit plus clair, pour répondre de manière plus claire aux enjeux de l'existence. En coaching, en tout cas, nous sommes l'outil, non? C'est nous et notre présence. C'est peut-être ça le plus important. Et peut-être beaucoup trop évident. Vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là, Ilios? C'est tellement évident. Ce cadeau, cette importance de la présence. Un peu comme allumer une lumière dans une pièce où on était, sans le savoir, plongé dans le noir. Peut-être un petit peu ça. Ou allumer cette bougie dans l'obscurité. Je crois qu'on a toutes connu ça, non? Quand quelqu'une ou quelqu'un s'est assise à côté de nous, non pas pour remplir le silence, non pas pour évacuer le silence, mais pour pleinement l'habiter et pour le partager. Un peu comme, vous savez, à l'école, pour celles et ceux qui ont des cheveux de la couleur des miens, il y avait un tableau noir et une craie blanche à l'école. Et la maîtresse, le maître ou la maîtresse faisait l'appel au début. Elle disait notre nom et on répondait présent. Et c'est peut-être ça l'idée de la présence, c'est d'avoir cette écoute fine et joyeuse et d'écouter la vie quand elle nous appelle. Et quand la vie nous appelle, pouvoir répondre par notre présence, répondre présent. C'est un peu ce que disait Viktor Frankl. Viktor Frankl, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qu'une de vous a cité, disait qu'il ne fallait pas demander à la vie le sens qu'elle avait pour nous. Mais il fallait imaginer que c'était la vie elle-même qui nous interrogeait à chaque heure et à chaque seconde. C'est elle qui nous demande notre présence. Elle nous demandait quel sens peux-tu, toi, apporter à la vie. Et Frankl disait qu'il n'y avait pas une réponse unique et qu'à cette question, à laquelle on ne peut répondre que singulièrement, on ne peut y répondre que par nos actes. C'est chacune d'entre nous, par nos actions, qui pouvons répondre à cette incroyable question de la vie. À qui? À quoi aimerions-nous offrir un peu plus de présence, peut-être dans les jours à venir, dans cette précieuse, fragile et incroyable existence? Voilà, il y a déjà des réponses. Célia nous dit à mes filles. Souvent, je suis avec elles sans vraiment là, absorbée par mes pensées ou par mes activités professionnelles. Caroline nous dit à plus de partage avec ma famille. Lynn, avec mes enfants qui grandissent trop vite. Cédric, avec ma guidance. Hugo, à mon corps. Il sait avant moi ce dont j'ai besoin. Alors, il y a Marc qui nous dit à moi-même, toute relation à l'autre commence par le lien que l'on entretient avec soi-même. Être plus présent à moi, ce serait me reconnecter à ce que je ressens, à mes besoins. Ce serait une manière de retrouver la paix intérieure. On a Sophia qui nous dit à mes enfants qui grandissent, c'est que je vois trop peu. Noémie à mes erreurs qui méritent aussi de la douceur. Et je prends une dernière, Aurore qui nous dit à la tendresse, ce geste trop souvent oublié dans le quotidien. C'est beau dans tout ça. Quelle belle parole qui nous ramène, j'ai l'impression, à l'essentiel. Et cet essentiel, peut-être, c'est un peu le fil, non, qui tisse cette belle toile de la vie, cette grande toile de la vie. Nous sommes chacun un fil. Et ce que je trouve d'incroyable, c'est que dans une toile, tous ces fils multicolores sont différents, mais
tous sont aussi importants. On a besoin de chaque couleur pour faire la grande toile de la vie. Aucun fil n'est plus important, aucun fil ne fait la toile entière, mais la toile dépend de chacun des fils. Et ça illustre à quel point la diversité est importante. La diversité dans le monde extérieur, dans l'écologie d'une forêt primaire, mais aussi la diversité intérieure, notre hémodiversité, aussi la diversité de nos relations. Et à côté de la diversité dans ce monde, pour pouvoir habiter pleinement notre endroit, l'endroit où nous sommes, il y a cette question en même temps d'authenticité. Est-ce que je peux revenir vraiment à cette singularité que je suis? Oui, je suis, en tout cas moi, commun, ordinaire et en même temps singulier. Et si je peux vraiment habiter cette singularité de manière incarnée, alors mon authenticité me permet d'offrir quelque chose d'unique au reste de la toile. Et puis, ça me demande aussi, alors, dans cette authenticité, une forme de flexibilité, de ne pas résister à tout ce qui passe, d'être, comme dirait le Tao et Lao Tse, davantage comme l'eau. L'eau qui est tellement plus forte que le fer ou que la pierre. Et lorsque j'habite cette singularité avec cette forme d'authenticité, de flexibilité, alors il y a cette forme de spontanéité. Je retrouve cette capacité de joie qui me permet de danser sous la pluie plutôt que d'attendre en râlant que l'orage passe, ce que j'ai fait très souvent dans ma vie. Danser sous la pluie avec la joie, ça demande de retrouver cette spontanéité qui est là, qui dort certainement en chacune d'entre nous. C'est, je crois, ce que vous permettez, non? Vous, les femmes et hommes coachs, ça me fait penser à une parole deux paroles d'une incroyable autrice que vous connaissez certainement, qui s'appelle Christiane Singer. Incroyable autrice, non? Un livre fondamental. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Et Christiane Singer disait, dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, nous devons devenir source. C'est un peu ça, non? Retrouver la joie, c'est devenir source, et devenir source pour ne pas mourir de soif, mais aussi pour pouvoir étancher la soif de celles et ceux que nous aimons et de toutes les autres peut-être. Si je suis source, non seulement je ne meurs pas de soif, mais je suis bienfaisante pour celles qui sont autour de moi. Et Christiane Singer aussi avait cette parole, je pense, qui s'applique très bien à vous. Elle disait, chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la petite part du réel qui leur est confiée, sauvent le monde sans le savoir. Merci de faire partie de cette tribu qui sauve le monde sans le savoir. Petite invitation pour celles et ceux qui ont des vies dans la relation d'aide, voilà une application qui va vous intéresser pour plusieurs raisons. Et la raison principale, il y en a deux. La première, c'est que comme elle est solidaire, que la personne à qui vous la proposez, si elle paye ou pas, elle a accès à 100%. Donc, il y a une quarantaine de parcours qui sont là et qui nous permettent de travailler dans différentes directions, celles que je vous ai un peu partagées. Il y a autant des parcours de philosophie, Alexandre Jolien, plus reliés à la vie intérieure, comme avec Mathieu Ricard. On a aussi Thierry Janssen, mais avec plein de femmes et d'hommes, des parcours pour les enfants, des parcours pour traverser les émotions, certains où ça dure que 5 minutes. Et donc, on peut les proposer à des personnes qui n'ont pas les moyens, puisque c'est tout à fait accessible. Et ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une très, très grande qualité et une grande diversité. Donc, c'est des éléments que j'ai soulignés qui me paraissaient importants. Donc, présence, App Store, Play Store, tapez Présence, Presence me diraient les Françaises et Français, et vous allez trouver l'application. Oui, on en a déjà parlé, donc je crois qu'on peut passer encore à l'image suivante. Merci Yotis. Oui, si ça vous amuse, il y a quelques. Alors, je pense que pour un public de professionnels, si je devais pointer un ou deux livres, j'en pointerais. Allez, je vais en pointer 3. Je vais en pointer un qui s'appelle Éloge de la lucidité et qui date, mais qui vraiment faisait le lien entre la recherche sur le bonheur, les pièges dans la première partie du livre, qu'est-ce qui nous enferme quand on court après le bonheur et quelles sont les alternatives. Pour les personnes professionnelles, les compétences émotionnelles de Duno en 8 sessions, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'il y a les références scientifiques, l'ensemble des exercices, les exercices pour vous, pour les scripts pour les intervenants, et donc quelqu'un qui a déjà des compétences, avec le livre, ça va enrichir votre pratique des compétences émotionnelles. Ça, je pense qu'il est intéressant pour ça. Et puis,
Je dirais qu'il y a un livre qui me tient à cœur, mais pour des raisons qui peuvent parler à des coachs, ce sont les histoires. Moi, j'adore les histoires. J'ai été nourri d'histoires. Les histoires m'ont sauvé. Donc, les folles histoires du sage Nasreddin que j'ai coécrit avec Mathieu Ricard, une centaine d'histoires, comme j'en ai raconté quelques-unes ici, et elles sont aussi enregistrées. Vous flashez le QR code et vous avez 50 histoires racontées par Mathieu Ricard, qui les raconte tellement bien, et puis 50 que je raconte, et j'en rencontrerai une petite dernière peut-être pour ça. Et si on passe la slide suivante, oui, le contact facile, hein. Vous avez trouvé là-dessus le mail sur lequel on peut me contacter. Voilà, si vous avez envie de me contacter pour une aventure commune, qui sait, ça pourrait arriver. Les chemins parfois se rencontrent. Alors la dernière chose que je vous inviterai à voir, qui est un projet de solidarité, Yotis en a parlé aussi, Émergence, il mettra le site dans les documents qui va avec, www.emergence.org. Alors pourquoi je vous le dis? Puisqu'il y a beaucoup de coachs parmi vous, et la bonne nouvelle pour les coachs parmi vous, alors vous avez déjà accès à en termes de coaching, vous avez accès à tout. Avec ici sur Synergie, vous avez le meilleur. Et en même temps, si on peut se décentrer un peu, vous allez trouver sur emergence.org notre cycle. Il y en a chaque année de conférences. Et cette année, par exemple, vous pouvez suivre tout en ligne. Il y a des personnes, des amis que vous connaissez. Cette année, par exemple, il y a Christophe André, Frédéric Lenoir. Il y aura Pascal Seyss, une incroyable philosophe. Il y aura Charles Pépin, un philosophe que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc, Alexandre Jolien. Et donc, 10 regards, 10 manières de voir le monde différemment. Et c'est important de le dire, sinon j'en parlerai pas ici. Il y a pas, je gagne aucun argent là-dessus. Ça vraiment, c'est uniquement pour financer des projets de solidarité et l'association, c'est tout. Et donc voilà. Il y a toi-même aussi. Il y a toi-même. C'est vrai, ça pourrait vous amuser d'ailleurs. Tu as raison, Yotis. Vous savez, vous connaissez déjà, mais comme disait Socrate, apprendre. Yotis et moi, on partage l'amour de la philosophie et de la Grèce. À part que Yotis parle grec et que moi, je suis un grec qui ne parle plus le grec, mais Socrate disait, apprendre, c'est se rappeler. Et je pense que c'est ça, non? Ce qu'on fait ensemble, c'est se rappeler de ce qu'on savait déjà, mais dit par d'autres mots, vu par d'autres yeux. Ça donne tout à coup une fraîcheur qui va toucher quelque chose et nous permettre de le voir différemment. Merci beaucoup. C'était une grande joie d'être là avec vous tous et vous toutes. Merci pour les petits cœurs là que je vois apparaître. Merci beaucoup Yotis pour cette belle invitation. Moi j'avais peur toujours, j'ai peur de quand je suis là face à un live, je me dis oui mais qui est là derrière? Et puis tu as pu mettre beaucoup de vie dès le début. Et puis moi j'ai senti là les personnes qui étaient là, que ce soit les réponses aux questions ou les réactions que je vois maintenant, c'est tout à coup sentir que où que l'on soit autour de cette petite planète, on fait partie d'une même communauté de personnes qui ont envie de rendre ce monde plus vivant. Un grand merci, Ilios, pour ce webinaire à la fois vivant et lumineux, authentique dans sa simplicité et rigoureux dans son approche scientifique, où la science et la sagesse se donnent la main. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice coach Synergie pour la Tunisie. Elle est également past président d'ICF Tunisie et experte du pôle événement chez Coach Synergie. Alors bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Merci Nefissa. Bonsoir Ilios, bonsoir Yotis, bonsoir tous les synergiennes et synergiens, ça s'est très bien passé. Très concentré sur ton webinaire, beaucoup de compliments à ton égard Ilios, je vais en lire donc quelques-uns. Merci beaucoup Ilios pour ce moment d'introspection et de respiration de la part de Caroline. De la part de Lynn, merci beaucoup pour ce webinaire très inspirant. Christina, excellent webinaire, bravo. Nathalie, très intéressant. J'écouterai Ilios des heures. Katia dit 1000 merci pour ce moment de qualité qui m'a permis de me reconnecter à l'essentiel. Merci beaucoup pour la richesse des histoires. Aude, et il y en a encore beaucoup. Merci beaucoup. Tout à fait, il y a énormément de remerciements. Alors continuez parce qu'Ilios va les lire également. Donc il y a merci pour tous ces partages introspectifs, magnifique moment. Merci infiniment pour cette sagesse, merci pour cette authenticité. Ça continue. On en profite également pour remercier Fanny et un petit clin d'œil au collier de Nefissa qui est un petit clin d'œil pour Ilios. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Ilios ça veut dire le soleil. Un grand merci Nefissa. Alors, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il a
offert un moment d'exploration et de réflexion autour de la sagesse des petits riens, de la présence et de l'émergence, un temps suspendu pour partager, écouter et ressentir autrement ce qui nous relie. Et si vous avez aimé ce webinaire, un petit pouce bleu, des petits cœurs, vous partagez, vous commentez et vous nous envoyez de cette manière un peu d'ocytocine et de dopamine. Laissez aussi donc vos commentaires sous la vidéo, les questions également et vos suggestions ou autres juste ici sous la vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez tout simplement sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de Coach Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence, liberté, robustesse, émergence. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre mission qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Génial. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Ilios, je te laisse le mot de la fin. C'est un petit mot de la fin que j'avais partagé dans mon livre et j'en ai déjà dit un petit mot. Et ce mot de la fin, c'est nous rappeler que quand on souhaite quelque chose à quelqu'une ou quelqu'un, comme ce que je pourrais vous souhaiter ici, hein, à toutes les personnes qui sont avec nous en direct ou qui nous regarderont plus tard, c'est que les souhaits qu'on fait, en tout cas que moi j'ai entendu, que j'ai donné aux personnes, étaient bien souvent des souhaits très déconnectés de la réalité de la vie. Pourquoi? Parce que nos vies, elles sont belles, bien sûr, mais elles sont dures. La vie est belle, la vie est dure. C'est deux choses qui vont ensemble. Christophe André disait qu'on recevra des gifles et des caresses, et ce sont les deux. Et moi, longtemps dans ma vie, j'ai refusé l'amertume de la vie. J'ai refusé ce qui était amer, et je cherchais que le doux, sans me rendre compte que si je voulais vraiment goûter le doux dans son authenticité, il me fallait être d'accord de goûter l'amertume aussi. Sans me rendre compte que si je voulais vraiment être connecté à la beauté de la vie, je devrais être d'accord avec ma propre vulnérabilité et me connecter à celle des autres, au fond. Il m'a fallu beaucoup de temps pour ça. Hein, je pense au décès de mes parents. Pour moi, c'était une porte longtemps fermée, mais en me fermant à la douleur du décès de mes parents, je me fermais à la possibilité de partager avec d'autres qui avaient vécu des choses douloureuses, différentes peut-être, mais aussi. Et donc, c'est comme si je fuyais le fantôme qui me poursuivait, sans m'en rendre compte, évidemment. Et l'apprentissage du doux amer, c'est de me retourner vers la porte intérieure, d'ouvrir la porte et de faire face et de pouvoir transformer le fantôme en une fleur. C'est-à-dire que plutôt qu'un fantôme qui me poursuit, c'est le jardin intérieur dans lequel il y a une fleur. Et cette fleur-là, je l'arrose souvent de larmes. Avant, j'avais pas de larmes, c'était pas possible. Et là, oui, les larmes sont possibles. Je peux arroser la fleur de quelques larmes et avec le soleil de la présence des amis et des amis, le soleil de la conscience, alors ces larmes, elles peuvent donner lieu à des arcs-en-ciel. Jamais tout seul, parce que je pense que rien ne se fait seul. Tout se fait parce que nous sommes ensemble et que les mains tendues, les regards bienveillants, je ne les ai pas toujours vus, mais toujours elles étaient là. Et c'est ce qui explique, s'il y a quelque chose qui explique mon existence là où je suis, c'est ça. Alors, voilà ce que je vous souhaite. C'est ça, de regarder tout ce qui va bien, particulièrement quand tout ou beaucoup de choses vont mal, de continuer à regarder, de pouvoir détecter ce qui va bien, d'arroser ce qui va bien, de nourrir ce qui va bien quand le reste ne va pas très bien, comme dans le monde aujourd'hui. Et de se rappeler que, quelle que soit la couleur ou la forme des nuages qui parfois encombrent notre horizon, derrière, le ciel tout entier est toujours là, même si on ne le voit pas, de ne pas l'oublier. Et puis d'être attentive alors, d'être attentive à cette beauté du monde. Bien sûr, je crois que si on est sensible, on aura souvent le cœur brisé, non, de la douleur, de la souffrance, des guerres, de ces situations. Et en même temps, est-ce qu'on peut être attentive au chant de l'oiseau dans l'arbre juste devant chez nous, au regard tendre de la grand-mère qui vient de traverser au passage clouté en tenant la main de son enfant. D'être un grand... Voilà. Oh, pardon. Non, c'est ce que tu pouvais. C'était cette poignante et tellement belle et simple beauté des petites choses de la vie, des petits riens, qui donnent du sens peut-être à nos quotidiens. Et pour terminer, je dirais que dans tous les moments urgents de l'agenda, en tout cas je me parle à moi en disant ça, de ne pas rater le rendez-vous le plus important. C'est le rendez-vous que la vie nous donne. Et ce rendez-vous, il est toujours
ici et maintenant. Merci. Un grand merci Ilios, un grand merci Nefissa, un grand merci Fanny, un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir.